Vous écoutez l'Audioguide. L'Audioguide à la découverte des métiers de l'image. Un podcast réalisé par les étudiants du Master Digital Média Cinéma de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette conversation vous est présentée par Emma Dumont et Léonard Marty, qui reçoivent Mina Cuche, responsable du développement documentaire chez Gédéon Média Group. Merci aujourd'hui d'être venu, d'avoir accepté de faire le podcast Mina. Voilà, comme tu sais, on essaie de faire un podcast autour du métier du développement et aujourd'hui, du coup, on voulait se tourner vers le développement plutôt documentaire. Voilà. Donc pour commencer, on voulait revenir un peu sur ton parcours, en fait, académique, professionnel, dans le sens, est-ce que tu peux revenir dessus et nous montrer qu'est-ce qui t'a amené au poste que tu as aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Merci déjà de vous intéresser à ce métier. Moi, j'ai fait Sciences Po Paris. D'abord en double cursus, donc j'étais à Sciences Po et j'étais en lettres à la Sorbonne. Parce que moi, ce qui m'intéressait, j'avais un peu une fibre littéraire. Voilà, j'aime bien l'écriture, la lecture, etc. Donc je faisais les deux en même temps. Et puis après, j'ai fait un master en affaires publiques dans la culture. Donc là, j'ai laissé de côté un petit peu... j'ai fini ma licence de lettres et j'ai pas continué en master parce que là c'était un peu difficile de faire les deux en même temps. Et au début, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler plutôt dans l'édition. Donc j'avais envie de découvrir ce milieu. Donc j'ai fait 2 stages en césure autour du livre. D'abord dans une maison d'édition, où là j'étais dans une maison qui s'appelle Atland, qui fait pas mal de livres universitaires pour passer le CAPES, l'agrégation, les concours. Donc en fait c'était un peu étonnant parce qu'il y avait un éditeur et pas mal de stagiaires. Donc c'était un stage vraiment où je faisais un travail un peu d'éditeur pendant 6 mois. Donc ça m'a appris plein de choses. J'ai même été co-auteur d'un livre. C'était assez rock'n'roll dans l'organisation, mais du coup c'était hyper formateur. Et j'ai adoré être vraiment... avec les auteurs dans le travail du texte et dans tout ce travail vraiment éditorial. Et après, j'ai compris que c'était aussi un secteur où il n'y avait pas beaucoup de... un peu bouché, un peu poussiéreux aussi dans les méthodes et les manières de faire. Et après, j'ai fait un 2e stage à l'Institut français d'Espagne à Madrid, dans le pôle livre débat d'idées médiathèque. Donc là, j'étais plutôt... plus dans l'événementiel, l'organisation d'événements autour du livre, accueillir des auteurs français qui venaient défendre leurs livres traduits en Espagne et organiser un peu toute une saison culturelle autour de la bande dessinée. Donc ça me permettait de voir un petit peu un aspect plus de politique aussi, diplomatie, etc. Et voilà, fière de tout ça, je me suis dit que j'aimais beaucoup toujours ce travail d'édito, mais que j'avais en fait pas... finalement très envie de m'orienter vers l'édition parce que je trouvais que c'était pas un secteur qui bougeait énormément et où en fait soit t'es éditeur au top de la chaîne et là t'as vraiment un lien créatif, mais sinon c'est beaucoup des petites mains qui font de la correction ou des choses en fait qui sont assez éloignées du texte et du travail sur le récit, etc. Et donc je suis un peu tombée par hasard en fait sur une offre de stage chez Gédéon pour être assistante de développement. Et donc je suis arrivée en stage chez Gédéon à la fin de mon master. C'était mon stage de fin d'études. Et là, j'ai eu la chance du coup d'être avec la responsable de développement de l'époque, qui s'appelle Julie Lagros, et qui m'a vraiment introduit. Enfin, elle était toute seule, en fait, on était vraiment 2. Donc pareil, c'était un stage hyper formateur. Et du coup, j'ai découvert qu'avec ce poste-là, il y avait vraiment un rapport à la création, au récit. C'était vraiment un travail main dans la main avec les auteurs, les réalisateurs, mais au service d'un médium qui est quand même plus... qui se remet en question, qui bouge, qui évolue. On se demande en permanence comment raconter l'histoire, avec quelle forme, quel axe, etc. Et donc, Et donc, depuis, je suis chez Gédéon en développement. Et je suis restée 2 ans chargée de développement. Et maintenant, je suis passée responsable, du coup. Donc maintenant, j'ai une chargée de développement avec moi. Donc on est une petite équipe de 3. Et voilà. Et comment je suis arrivée là. Et comment est-ce que tu dirais que le développement de documentaire, vu que tu parles... on a parlé un peu des deux, diffère du développement de fiction
Est-ce qu'il y a des mêmes types de documents, par exemple? Est-ce que les deux développements partagent des documents, genre de scénarios, de trucs comme ça? Alors moi j'ai jamais travaillé en soi dans le développement de fiction, donc je parle de quelque chose que j'ai vu un peu de loin, mais en tout cas c'est assez étonnant parce que c'est assez proche, je crois, sur pas mal d'aspects. En fiction, on écrit ce qu'ils appellent une Bible. Donc c'est un document d'une vingtaine, trentaine de pages qui pitch le projet, présente les arcs narratifs, les personnages, etc. Et en fait, en documentaire, on fait la même chose, mais on appelle ça un dossier. C'est un peu plus terne, mais c'est en fait la même chose. Et ça, c'est mon travail au quotidien. Moi, j'écris en fait ces dossiers-là, donc ces Bibles. Et en fait, on se pose un peu les mêmes questions qu'en fiction. On se demande qui sont les personnages, quelle est la dramaturgie, quels vont être les obstacles, quel va être notre arène, notre environnement, notre arc narratif. C'est vraiment, pour les documentaires qu'on fait en tout cas, qui sont assez écrits, qui sont pas juste de l'investigation de terrain où tu suis un truc qui se passe. C'est des documentaires qui mettent 2 ans à se faire, parfois 3, parfois plus. Donc c'est de la matière qui est pas, on n'est pas sur de l'investigation très chaude. Et ensuite, après, il y a une étape d'écriture de scénario qui est la même qu'en fiction. Parfois qui va très loin, on nous demande d'écrire même le verbatim de ce que vont dire les gens, donc de se projeter dans des... Alors évidemment, ils vont pas le dire mot pour mot ce que tu as écrit, mais en fait, ça permet quand même de clouter les séquences et d'avoir les séquences qui s'enchaînent avec les questionnements, ce que vont dire les uns, apporter les autres, et construire en fait comme ça ces narrations. Et des chaînes comme Arte, par exemple, ils sont hyper pointilleuses sur l'écriture des films. Parfois, il faut réécrire plusieurs fois les scénarios. Donc disons qu'en fait, les étapes sont, je pense, assez similaires. Juste, on ne manie pas la même matière. Et pour choisir les projets, comment vous faites un peu? Est-ce que vous vous basez que sur le critère de l'originalité ou est-ce que vous faites attention à c'est quoi le sujet qui est un peu dans les médias? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est une boîte de... moi, je fais des documentaires qui sont destinés à la télévision. Donc, ça conditionne complètement notre manière de sélectionner les films et les projets de documentaires parce qu'il y a un système de cases dans la télé. Donc, en fait, il y a un certain formatage télévisuel qui existe. Donc, déjà, en fait, les lignes éditoriales des chaînes ne sont pas les mêmes si on propose un film à Arte ou à Canal+, par exemple. Et en fait, au sein de ça, au sein des chaînes, Arte et France Télévisions, ils ont des grilles de programmes qui fonctionnent un peu comme des rubriques, je sais pas, d'un magazine. Et donc, ils ont des tranches horaires où ils vont programmer des types de films qui sont très éditorialement définis. Donc, par exemple, le samedi à 20h50, il va y avoir un documentaire de 90 minutes sur une grande histoire de civilisation ancienne, avec de la science en marche, des scientifiques sur le terrain. Donc en fait, c'est toujours raconté un peu avec des ingrédients qu'on retrouve et des modes de narration qui sont toujours un peu les mêmes. Donc on va jamais proposer à cette case-là un film tout archive, par exemple. Et donc nous, et c'est là où le développement a un intérêt aussi, c'est parce que moi, mon métier, c'est de bien connaître ces cases. Et du coup, de pouvoir dire, oui, ce sujet, il est intéressant, mais surtout, je le vois dans cette case-là. Et en fait, nous, on pense tous les projets et on les sélectionne en ayant une case en ligne de mire. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre de positionner nos films et de trouver des diffuseurs. Donc ou alors on peut se dire, ce sujet, il est intéressant, mais il faudrait le prendre par cet axe-là et le retravailler de telle manière pour qu'il rentre dans cette case. Et donc ça conditionne quand même vachement notre manière de sélectionner les projets, même si évidemment l'originalité c'est toujours hyper important, la manière de raconter, la puissance des personnalités, etc. Mais voilà, il y a ce système-là qui est tel qu'il est et donc qui a un critère de sélection qui est important à avoir en tête. Mais est-ce que les plateformes viennent un peu bouleverser ce système de cases où il y a moins de cases? Enfin, les plateformes, c'est un peu genre, je pense à Netflix, c'est plus un catalogue que tu choisis dedans et il n'y a pas forcément d'idée de cases dans le sens où il n'y a pas de chronologie attachée à ça. Oui, c'est vrai. En fait, effectivement, là, ce qui se passe, c'est un peu une sorte de basculement du linéaire au non-linéaire. Et donc, une nouvelle éditorialisation un peu des contenus sur les plateformes. Et je sais que France Télévisions, maintenant, ils ont un peu ce discours de dire on ouvre un peu, on veut se détacher de ce système de cases.
parce que aussi on peut proposer des contenus qui vont aller sur le web ou qui vont... Donc c'est en marche. Après, la caisse, ça permet aussi ça a été en fait un cadre qui permet aux producteurs de savoir quel budget ils vont pouvoir avoir, de savoir voilà, de cadrer un petit peu les accords entre les chaînes et les producteurs. Donc je pense qu'effectivement, ça a bouleversé un peu l'écosystème. Après, effectivement, bon, Netflix, en termes de documentaires, c'est compliqué à atteindre. Ils ont très peu d'objectifs, surtout en France. Donc ils vont faire du true crime, des séries genre Petit Grégory, voilà. Etc. Mais série histoire, Netflix, si se fait Liliane Bettencourt, c'est compliqué, quoi. Donc nous, on travaille très peu pour les plateformes. Voilà, on a essayé de développer. Et puis en plus, ils demandent... voilà, il faudrait avoir des équipes entières pour développer que pour Netflix, tellement c'est chronophage et avec une part de risque. C'est des grosses machines. Mais oui, et je pense qu'ils bousculent non seulement sur le système de cases, mais aussi vachement sur l'écriture des films. Et ça, je le ressens encore plus. Et en fait, Netflix, d'une certaine manière, a un peu aussi sauvé le mode documentaire parce que les gens consomment des documentaires sur Netflix, mais des documentaires qui sont écrits comme des fictions, avec des dramaturgies hyper fortes, la force du perso qui est vraiment au cœur. Enfin, on suit des gens avec leurs identités, leur intimité, etc. Et en fait, même jusqu'à Arte, ça infuse en fait cette manière-là de raconter les histoires. Et donc je pense que Netflix a apporté une écriture documentaire qu'on va retrouver de plus en plus dans les chaînes comme France Télévisions, Arte, etc. Moi c'était un peu par curiosité. Vous dites par exemple ok en termes de cases, mais aussi en termes de chaîne, une chaîne qui va être plus intéressée par un type de documentaire que par un autre. Et c'est quoi par exemple la différence entre Canal+, ce qu'ils cherchent en documentaire, ou Arte? Alors déjà, Arte c'est une chaîne européenne. Donc ça c'est important parce qu'il faut avoir des sujets qui traitent de l'Europe la plupart du temps, ou en tout cas qui ont une dimension qui va être européenne d'une manière ou d'une autre. Et Arte c'est quand même plus intello, quoi. Donc il y a beaucoup de fond, c'est l'écriture, voilà, c'est très exigeant sur le fond documentaire. Là, au Canal+, c'est plus quand même de l'entertainment, donc c'est des grandes figures, c'est plus des écritures plateformes sur Canal+, ce qu'on appelle l'écriture plateforme, du coup c'est un peu Netflix, etc. Donc ça va être, il y a plus le traitement de l'histoire, par exemple, c'est plus populaire, quoi, dans l'écriture, et c'est plus accessible aussi, et plus... Ouais, un peu plus jeune, on va pas se mentir. Après, Arte, ils font aussi des documentaires. Selon les unités, c'est très différent. Si on fait de la découverte ou de l'histoire ou du patrimoine sur Arte, les 90 minutes, ça peut être un peu plus classique. Et puis, ils font quand même sur du numérique des choses qui sont un peu pointues, mais plus jeunes et qui cartonnent aussi, qui sont très cool. Mais voilà, Canal+, ça va être... Et puis, c'est une cible plus masculine aussi sur Canal. C'est des hommes de plus de 50 ans, 45 ans, qui regardent. Et donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Moi j'écris pas du tout le projet de la même manière si je l'écris pour Canal+ ou pour Arte. Arte, faut voilà, passer du temps à rentrer dans les détails historiques, faire des belles phrases un peu longues, etc. Alors que Canal+, ça va être un style beaucoup plus percutant, beaucoup plus incisif, avec vachement en action, ou avec des personnalités qui sont mises en avant. C'est vraiment partir du perso pour raconter une histoire. J'avais une question. Est-ce que vous pensez vos projets dans une logique d'événementialisation ? Je m'explique, par exemple, là avec les JO, vous pouvez imaginer un projet par rapport à ça, ou alors une date anniversaire qui arrive. Est-ce que vous pensez un peu comme ça, un peu comme vous pensez dans des logiques de cases ? Est-ce que créer l'événement, c'est important aujourd'hui dans le documentaire ? C'est essentiel. C'est essentiel, notamment parce que... c'est Stéphane Millard, du coup, qui est président de Gédéon, mais qui parle souvent d'un tapis roulant. En fait, voilà, les films, ils s'enchaînent, ils passent, ils sont diffusés, puis ensuite, ils restent un peu sur la plateforme, puis ensuite, ils partent. Et les gens, ils ont des tonnes et des tonnes de contenu qu'ils peuvent consommer. Donc, clairement, événementialiser les films, c'est une manière d'exister aussi médiatiquement parlant et de donner une chance à son documentaire d'avoir une résonance qui va être plus importante. Donc, se caler sur les anniversaires, sur les grands événements, ça, c'est une approche qui permet, qu'on utilise évidemment, ou sur les grandes expositions, par exemple, les grands anniversaires historiques. Ça, c'est une forme. Et nous, ce qu'on développe aussi dernièrement, c'est
On a maintenant une branche qui fait des expositions et de la VR. Et en fait, on va essayer de créer l'événement en ayant une stratégie un peu plus 360. On va se dire, là, quand il y a eu l'anniversaire de la naissance de l'impressionnisme, on va non seulement proposer un documentaire, mais on va aussi proposer une expérience VR avec le musée d'Orsay. Et puis tout le monde va parler de ça parce que ça va être... il va y avoir l'expo de peinture à Orsay, l'expo VR, le documentaire et l'anniversaire. Donc on donne toutes les chances à ce que le film soit relayé, qu'on en parle. Donc ça permet de créer un peu plus l'impact. Donc ouais, complètement. Est-ce que du coup le film reste quand même l'objet central autour duquel, je sais pas, par exemple, les expositions VR vont s'articuler, ou alors du coup c'est un peu l'inverse, est-ce que le film devient plus secondaire par rapport à ces nouveaux enjeux-là? Pour l'instant, je pense que le film reste au centre, notamment dans le modèle économique aussi, parce qu'en fait, il y a pas, pour l'instant, la VR n'a pas vraiment encore de modèle économique très fort, donc c'est souvent... le film, c'est aussi une manière de développer la VR. Et après, je pense qu'il y a un glissement. Ça devient aussi populaire, les expériences, les expositions. Donc, c'est aussi deux publics un peu différents. Ceux qui vont regarder... et ça qui est vraiment cool aussi, c'est que ceux qui vont regarder les impressionnistes sur Arte, c'est pas forcément les mêmes qui vont aller faire la VR de 45 minutes à Orsay. Et en fait, on a eu d'ailleurs les chiffres, et il y a beaucoup de jeunes qui sont allés faire la VR, là où la moyenne d'âge d'Arte, c'est 70 ans. Donc du coup, c'est plus complémentaire, je pense. Après, nous, dans notre logique, en vrai, ça dépend. Parce que maintenant, par exemple, on va avoir la VR qui a un projet qui est porteur, et du coup, on essaie de trouver le documentaire qui pourrait être associé, ou parfois c'est l'inverse. En termes de développement, ça se passe comment, justement, ces trucs où vous faites plein de choses à la fois avec l'expérience VR, le film à côté, etc. Tu participes à tous ces projets-là, où il y a plusieurs équipes de développement? Il y a une équipe qui fait les expos, la VR, et l'équipe de... Moi, je fais du développement documentaire. Après, on essaie de plus en plus de créer des ponts et de la synergie entre ces deux équipes, parce que, en fait, le travail de documentation et de reconstitution, s'il y en a, de reconstitution 3D, etc., ça nourrit différemment, mais ça nourrit le documentaire et la VR. Donc ce serait bête de faire 2 fois le même travail de recherche, d'études. Donc par exemple, les impressionnistes, moi j'avais beaucoup travaillé sur le développement du film, mais en fait, on était tout le temps en contact avec l'équipe VR qui construisait l'expérience en même temps, parce que nous on connaissait bien le sujet. D'ailleurs c'est comme ça que ma boss a bifurqué dans les expositions, parce qu'elle avait tellement mis un pied dans la VR, parce qu'en plus ils étaient une petite équipe encore, donc et donc elle avait mis un pied puis un deuxième, et puis maintenant elle est carrément aux expositions. Mais donc on essaie de créer de plus en plus de synergie et de communication entre ces deux-là. Mais moi je fais quand même du développement documentaire, c'est déjà bien assez. Ça traite un peu de ton rapport avec les autres métiers créatifs. Et au niveau du documentaire, si on se concentre, si on repart sur le sujet principal, est-ce que tu as beaucoup de rapports avec, par exemple, les réalisateurs et les autres métiers créatifs? Moi, je suis en contact tout le temps avec les auteurs et les réalisateurs, parce que du coup, quand on écrit le dossier, il y a une note d'intention de réalisation une note d'intention et une note de réalisation. Donc ça, c'est les réalisateurs qui doivent l'écrire, et l'auteur. Donc en fait, un dossier sans vision d'auteur derrière, on perd quelque chose. Donc c'est pour moi un film, un développement qui se passe parfaitement, c'est que l'auteur ou le réal est autant impliqué dans l'écriture, et même s'il prend pas en charge toute l'écriture, il a déjà une vision pour son film, et du coup moi j'essaie de l'accompagner dans son projet le mieux possible, et un peu l'aider aussi à ce que ça convienne évidemment du coup à ces fameuses cases. Mais moi, et c'est d'ailleurs ce que j'aime bien dans mon métier, c'est d'être vraiment très proche de l'auteur et du réal et de la création. Après moi je quitte le navire entre guillemets à partir du moment où il rentre en production. Donc du coup je suis pas par exemple toute la post-production, le montage, etc. Même si on peut souvent je relis les scénarios, parce que en fait je connais très bien le sujet, que généralement j'ai aussi beaucoup écrit le dossier, donc
Donc je peux faire des retours, parfois aussi reprendre un peu des trucs. Je visionne aussi les montages, et je peux faire des retours. Mais disons que c'est pas moi qui suis du tout au cœur de ces étapes-là suivantes. Donc du coup, toutes les étapes créatives, par exemple, si on doit faire de l'animation, du graphisme derrière, là, moi, je vais pas du tout être en lien. Par contre, si dès le dossier, on a une proposition qui intègre beaucoup d'animation et avec une partie créative qui est très importante dans la proposition même de récit, je peux être en relation avec des dessinatrices ou essayer de chercher des gens qui vont permettre de créer cette... En fait, moi, mon objectif aussi, c'est de créer l'équipe artistique la plus solide qui va porter le projet une fois que moi, je serai plus là, quoi. Donc c'est pour ça que je veux pas écrire les dossiers toute seule, parce qu'à la fin, c'est pas moi qui réalise le film et qui le construit. Donc il faut aussi trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir faire le plus beau film possible. Et du côté des chaînes de télé, c'est à quel moment un peu qu'elles interviennent dans ce processus? Alors moi, en fait, ce que je fais, on appelle ça du développement, mais en vérité c'est du pré-développement, parce que c'est l'écriture du dossier qu'on envoie aux chaînes. Et pour que les chaînes, pour convaincre les chaînes en gros de prendre le projet et de mettre de l'argent dedans et de le diffuser à terme. Parce qu'en fait c'est un contrat de coproduction. Arte, Télévisions, ils sont coproducteurs. Et donc la chaîne intervient un peu à la fin de ce pré-développement, puisque c'est le moment où on lui envoie le dossier. Après... Parfois, et très souvent, en fait, il y a un peu des allers-retours. Ils me disent « Ah, vous nous avez envoyé le dossier, on trouve que le sujet est super intéressant, mais pour qu'il passe à la commission et qu'on puisse le défendre et qu'il ait des chances de passer, il faudrait les réécrire un petit peu comme ça, ou comme si. Arte, ils adorent faire ça. » Et donc, du coup, il y a un peu des allers-retours avec eux. Et donc là, c'est déjà ce travail-là, un peu de ping-pong avec la chaîne, pour qu'ensuite, ça passe dans une commission où ils vont s'engager, ils vont signer un développement. Donc c'est là où ça rentre en écriture de scénario, où là l'auteur doit vraiment écrire le scénario. Là, dans ce cas-là, moi je le supervise de loin, mais c'est plus à moi de l'écrire. Et là, c'est beaucoup de rapports avec la chaîne qui a un droit de regard aussi sur l'écriture. Et du coup, moi, ils interviennent un petit peu à la fin. Et en même temps, moi je suis quand même en rapport régulier, enfin pas directement, mais je dois aussi bien connaître leurs attentes et leur ligne éditoriale. Donc c'est eux qu'on a en tête en permanence et en ligne de mire quand on écrit. Tu touches un peu à la négociation, même côté financier, un peu, quand tu es en contact avec les chaînes? Non, ça c'est vraiment le travail des productrices. Après, par exemple, là j'ai été à un congrès de films international où du coup il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du développement comme moi, parce qu'il y a plus des distributeurs, des diffuseurs, des producteurs. Mais c'était hyper intéressant de voir tout l'aspect vraiment marché et toute la dimension internationale aussi. Mais du coup, moi, je faisais pas... Donc là, l'objectif, c'est de vendre des projets aux chaînes internationales ou de trouver des coproducteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui cherchent des coproducteurs. Donc moi, j'étais là aussi pour écouter des gens me pitcher des projets et savoir s'il y avait un potentiel de coproduction et de co-développement de ces projets avec la France et avec Gédéon. Et donc là, moi, je pouvais être un peu dans les discussions où je voyais les productrices pitcher les films pour essayer de pitcher un peu leur catalogue de films pour trouver des financements, mais c'est pas du tout moi qui me charge de ça. Pour toi, comment tu ressens que ça a un effet? Est-ce que tu as l'impression, les gens ils regardent le documentaire, ça change vraiment? Est-ce qu'il y a un impact après? C'est compliqué de dire est-ce que ça change vraiment les gens de regarder le documentaire. Moi, je trouve que... je suis assez alignée sur le fait que je trouve que c'est un métier qui a quand même du sens et que faire des documentaires... Parfois, il y a presque, quand on fait des films pour France Télévisions, il y a presque une notion de service public, un peu, de se dire on transmet des connaissances et on fait en sorte que ce soit accessible et que ce soit un peu divertissant aussi pour que les gens y restent. Et donc... Et oui, parfois, tu as des gens qui disent « ça m'a trop marqué ce film et depuis, je mange plus de viande parce que j'ai fait tel documentaire sur les abattoirs. » Bon, voilà. Après, quand tu regardes les chiffres et quand tu regardes la moyenne d'âge à la télé, tu te rends compte que c'est un peu illusoire de se dire qu'on fait des films qui touchent tout un panel de gens hyper variés quand tu fais des films pour Arte, par exemple. Après, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir en tête la dimension qui vient un peu des États-Unis, mais de faire des films d'impact et de construire un peu l'impact. Par exemple, là, on fait un film sur les glaciers.
De un, je trouvais que c'était hyper important d'intégrer aussi, de se poser des questions très concrètes de production, de est-ce qu'on envoie toutes les équipes tourner à l'autre bout du monde en avion et faire le tour du monde pour filmer des glaciers qui fondent? Est-ce que c'est un peu bizarre de le faire comme ça? Et ensuite, de se dire, on a un partenaire, c'est l'UNESCO, qu'est-ce qu'on peut construire comme stratégie d'impact une fois que le film il sera sorti pour toucher un public qui va pas se connecter, qui va pas aller chercher un film sur les glaciers ni sur la plateforme, ni allumer sa télé pour le regarder. Et ça, je trouve que c'est un truc, j'ai l'impression, un peu nouveau aussi. Et notamment là, avec ce film, on a intégré une sorte de impact lab où les auteurs et les réals, ils vont passer genre 2 jours à essayer de réfléchir à la meilleure stratégie qu'on va pouvoir essayer de déployer pour diffuser leur film. Et est-ce qu'on va chercher des militants sur les réseaux qui peuvent en parler? Est-ce qu'on va faire des projections avec les scolaires? Enfin, je sais que, par exemple, l'UNESCO, ils font ça. Et donc tout ça, ça donne aussi... Mais c'est un métier aussi à part entière. C'est vrai que moi, en développement, je le fais pas. Mais je trouve que ce mouvement-là, il est vraiment chouette. Et ça permet aussi d'ouvrir un peu les films à d'autres publics et d'avoir plus d'impact. Et c'est pour ça que moi, je travaille sur des projets où je peux être tout spécialiste des sujets que je traite. Mais je pense que c'est un intérêt aussi parce que j'arrive avec mes yeux de béotienne, je connais pas le sujet, mais je vais me renseigner un peu dessus pour l'écrire. Mais je veux aussi vraiment garder aussi cette naïveté un peu de me dire faut que ce soit accessible à tous. Et si tu lis un dossier et qu'il faut que tu fasses 15 000 recherches Wikipédia à côté pour comprendre de quoi il s'agit, c'est qu'il y a un problème dans ton écriture. Et ça, c'est l'objectif final, quoi. C'est de créer un documentaire qui soit didactique, mais en même temps, comme tu dis, sexy pour tous les publics. Oui, à qui tu t'adresses et comment tu fais pour toucher un maximum de gens, c'est dans l'écriture que ça se joue aussi. Est-ce que quand tu fais le dossier, t'as d'une certaine manière déjà t'essayes d'imaginer à quoi ça va ressembler quand ce sera sur le catalogue Netflix? En tout cas, cette dimension un peu marketing, moi, elle est déjà au stade du dossier. Mais bon, ça c'est un autre truc. Mais c'est par exemple, non seulement il faut bien raconter l'histoire, mais il faut aussi... on le met en page et en fait on essaie de... C'était un peu il y a une dimension un peu marketing de vente, parce que moi c'est vendre les projets aussi aux chaînes. Et du coup... le pitch, tu mets tous tes arguments pour montrer que ton projet, c'est le meilleur projet et qu'il n'y en a pas d'autres. Et tu fais une mise en page un peu qui va mettre en valeur tes éléments les plus saillants. Donc on fait une petite mise en page. On met pas mal d'images pour essayer de aussi rendre compte un peu de l'univers en fait, du film, rien qu'au stade du visuel. Donc la recherche iconographique aussi, elle est importante pour... si c'est un film où va y avoir, c'est une immersion dans une forêt, mais en même temps, t'as des scientifiques sur le terrain qui font des trucs, tu vas pas mettre que des photos de belles forêts, mais tu vas mettre des photos de gens en action, parce que ça donne aussi une idée de quel type de séquence tu peux avoir. Et après, c'est du texte et de l'image, mais qu'on essaye de rendre un peu joli, un peu sexy, et assez... que déjà en feuilletant un peu les pages, tu puisses avoir une idée un peu de la couleur du film et de quel type de film. Si tu fais un film, là on a un truc sur des gangsters, tu as une ambiance beaucoup plus sombre. Et c'est là où on utilise un petit peu l'intelligence artificielle. Parce que tout l'enjeu, c'est de trouver des images que tu n'as pas tournées et des choses qui n'ont pas existé encore. Donc parfois, tu essaies de ruser un peu, de trouver, s'il va y avoir de la reconstitution, des amorces de plans un peu dans des films fiction qui te donnent des univers, des ambiances, un peu comme des moodboards, quoi. Et ça, maintenant, avec genre Midjourney ou des logiciels qui font de l'image qui est générative, c'est assez précieux, même si ça donne quand même une couleur et une teinte toujours un peu numérique, mais ça permet en fait de projeter le spectateur, parce que c'est ça l'objectif, c'est que le lecteur puisse déjà se projeter dans le film qui va être dans le film final. Et donc quand on a des velléités un peu de faire de la fiction ou de la reconstitution un peu qualitative, etc., maintenant moi j'utilise genre Midjourney pour générer des images et plonger un peu le lecteur déjà dans l'univers du film. Moi je voulais savoir, du coup là tu utilises Midjourney pour l'aspect plutôt visuel. Nous on a parlé aussi de l'IA du côté de l'écriture. On a vu que y avait des peurs par rapport à ChatGPT, mais aussi on a parlé du logiciel Genario, qui est un logiciel maintenant porté par David Defendi, qui pourrait révolutionner un peu le côté scénario avec les outils de l'IA. Qui facilite l'écriture en fait. C'est ça. Et du coup, est-ce que toi, tu as l'impression dans le futur, au-delà d'aspect visuel, du coup, même l'IA va servir du côté de l'écriture? Je suis déjà peut-être un peu une boumeuse, mais moi, je n'utilise pas trop. Après, en vrai, c'est un outil, je pense... si, je l'utilise un tout petit peu. En fait, je pense que
ChatGPT, Perplexity et tout peuvent être super utiles pour remonter de l'information. Et au lieu de passer plein de temps à essayer de trouver les infos, ça t'aide à hop tout de suite tu gagnes du temps quoi, parce qu'il y a un moment, surtout en dev, tu dois un peu devenir micro-spécialiste d'un sujet en pas longtemps du tout, parce que la semaine prochaine t'écris tout un dossier sur les écosystèmes des falaises, moi j'y connais rien, ou sur des gens qui sont thanatopracteurs, enfin j'en sais rien. Donc il y a un peu ce truc de faut engranger pas mal d'infos et faire le tri. Donc je pense que c'est des outils qui sont très précieux parce que ils permettent de trier les infos, faire remonter des informations, etc. Moi je sais pas encore, je l'ai pas encore énormément assimilé. Pour l'instant, je l'utilise pas au quotidien, je le fais pas rédiger à ma place parce que pour l'instant, je trouve que ça apporte pas. Ça se voit en fait, je trouve. Et donc parfois je reçois maintenant des dossiers où je me dis oula, ça se voit qu'il a utilisé ChatGPT. Et clairement, il manque. Voilà. Nous, on est 3 élèves un peu intéressés par le développement. Donc, on voulait savoir quels conseils tu donnerais à un ou une étudiante qui voudrait s'orienter vers le développement. De faire des stages. Je pense que c'est important de consommer beaucoup de films très variés et d'avoir cette ouverture d'esprit et de pas se cantonner à un type de documentaire ou une seule chaîne. Généralement, les gens ils sortent Arte, ils le mettent sur un piédestal, mais c'est super important en dev d'avoir une vision, d'être pas du tout snob sur les projets et de mettre autant de cœur à développer justement du Canal+, un peu plus léger que du Arte très sérieux. Donc à des étudiants, je dirais de pas hésiter à mettre un pied dans une boîte de prod et à faire et à avoir un peu des expériences. Après, je dirais, si vraiment ce qui vous intéresse, c'est le développement, s'il y a des opportunités vraiment de production pure et dure, ça risque d'être, même si ça met un pied dans une boîte de prod, ça peut être un peu frustrant parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. Tu te retrouves à faire des choses qui sont beaucoup plus pratiques et où tu es très éloigné de la création. Donc, de cibler alors malheureusement il n'y a pas toutes les boîtes de production qui ont des pôles de développement parce que si t'as pas assez de ressources, c'est les auteurs, les réals ou les producteurs qui le font. Donc il faut cibler un peu des structures qui sont quand même assez grosses pour avoir des vrais postes de dev. Et et après faut aimer écrire, faut aimer consommer plein de films et je pense regarder autant de la fiction que du documentaire parce que les codes de la fiction rentrent vachement dans les codes documentaires. Donc ça ouvre encore plus, je trouve, les horizons et les manières d'écrire et de penser les projets. Un mot de la fin ? Venez faire du documentaire, c'est trop cool. Et bon courage. Merci d'avoir écouté l'Audio Guide, le podcast à la découverte des métiers de l'image. Retrouvez tous les épisodes sur le site master-dmc.fr et sur les plateformes de streaming.